Bonjour, nous sommes le jeudi 5 mai, jeudi de l'Ascension. Et je souris intérieurement parce que c'est la cinquième ou la sixième prise. Je commence et je suis tellement fatigué que je commence à bredouiller, je perds le fil de ce que j'essaie de dire. Et une des choses que je pourrais dire, c'est que si je fais la vidéo aujourd'hui et pas demain, c'est parce que j'ai la ferme intention de dormir demain matin à l'heure où je fais d'habitude ma vidéo. Euh, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur cet ordinateur ici, je viens de le voir, c'était le 17 mars, donc ça fait plus d'un mois et demi. Toutes les autres vidéos étaient faites une fois dans une chambre d'amis, et le reste du temps dans un hôtel. Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, c'est le fait que mon livre, le dernier qui s'en va, éteindre la lumière, apparu le 21 mars. Et depuis, je suis sur les routes, ce qui est une excellente chose en soi, parce que ça veut dire qu'on s'intéresse à ce bouquin qu'on a fait venir, que je parle à la radio, je parle à la télévision, que j'accorde des entretiens qui sont publiés dans des périodiques ou dans des quotidiens. Et que donc voilà, on parle de ce bouquin. C'était un peu, je l'ai déjà dit, c'était le bouquin dont je m'attendais à ce que la réception soit la plus froide en raison de son message. Et c'est pas ça. Les gens sont quand même, voilà, soit les gens sont choqués, et vous en voyez parfois des visages de gens choqués dans les émissions de télévision quand elles passent, enfin celles où je suis interrogé, soit que ils me disent, et ça me fait extrêmement plaisir, je me rends compte que je sors d'une espèce de déprime à la lecture de votre livre, et que donc je m'imaginais que j'allais être, voilà, que je le lirais à contre-cœur, et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ça me donne au contraire du courage. Voilà, c'est ça que j'espérais, et c'est ça qui est en train de se passer. Ça, c'est formidable. Il continue d'être dans les meilleures ventes, et j'espère que ça va rester à ce niveau-là. Non pas pour que je devienne un gourou comme certains que je vois dans les meilleures ventes, mais pour que le message passe, pour qu'il s'adresse à un plus grand nombre possible de gens. C'est pour ça que je parle un peu moins de l'actualité immédiate. Elle m'apparaît comme une sorte de bruit de fond, malgré son caractère tragique évidemment, devant cet effondrement. Ce sont des preuves parfois les gens m'écrivent et à propos d'un événement particulier, je dis c'est une preuve de plus d'un effondrement généralisé. Alors il faut être prêt, mais il faut être prêt d'une certaine manière. Il y a un ami américain, un ami de l'époque où j'habitais aux États-Unis, avant 2009, quand je suis rentré en Europe, et en France en particulier. Il participait comme moi au séminaire à UCLA, à Los Angeles, euh, Human Complex Systems. Voilà. À l'époque où j'étais banquier à Los Angeles, je m'arrangeais quand même pour aller à ce séminaire. Euh, Autre signe de l'effondrement, ce séminaire a perdu son financement et on ne parle plus des systèmes complexes humains à l'université de Los Angeles. UCLA, comme on dit en français. Euh, oui, bon, enfin, tout ça, voilà, tout ça n'est pas très rassurant. Mais pourquoi je vous parle de cet ami? Eh bien, parce qu'il m'envoie un message l'autre jour. Il me dit: qu'est-ce que tu fais pour survivre économiquement? Je lui dis, je fais des tas de petits boulots parce que j'ai pas droit à une retraite suffisante, et j'aimerais bien, ouais, ce serait une bonne chose si mes livres m'apportaient un revenu régulier et suffisant pour que je ne doive pas courir d'un côté à l'autre à faire des petites choses. Et il me répond: ah non, c'est pas du tout à ça que je pensais. En fait, c'était une façon de te demander si tu achetais de l'or. Et là, bon, là, les bras m'en tombent. Est-ce que c'est parce que j'ai une formation de sociologue ou d'anthropologue, ou alors que je connais un peu l'histoire, que je sais que le jour où ça ira vraiment mal, son or, on le lui volera bien rapidement, et puis il devra essayer de se débrouiller autrement. C'est même pas ça. C'est qu'il me pose une question, et c'est pas un imbécile, je veux dire, c'est quelqu'un qui participe à un groupe de réflexion sur l'être humain comme faisant partie de systèmes complexes, mais qui croit en son fort intérieur, qu'on va pouvoir se débrouiller devant cet effondrement généralisé par de la combine individuelle. C'est ça, c'est voilà, de la combine. Alors, je suis sociologue, anthropologue, je suis convaincu qu'au problème
de la gravité de ce, comme l'extinction, qu'on peut trouver que des solutions collectives, que la débrouille individuelle vous permettra peut-être à votre famille de vivre un mois de plus dans une situation d'effondrement généralisé. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un mois de plus? Ou alors, bon, comme l'ancien patron de hedge fund, enfin Commodities and Trading Advisor, pour lequel je travaillais au Texas, à Houston pendant un petit temps, d'acheter des îles en Polynésie, les faire fonctionner en autonomie, avoir des yachts qui permettent de passer de l'une à l'autre. C'est pas généralisable. Il n'y a pas assez d'îles en Polynésie. Il n'y a pas assez de temps pour que ni vous ni moi gagniez suffisamment d'argent pour acheter des îles en grande quantité. Dans cette idée que par la combine, on peut s'en sortir. Et c'est ça qui avait effaré Dominique Méda et moi lorsque nous avons fait cette conférence devant les abonnés de la revue Kaizen. Et j'en ai déjà parlé parce que c'était quand même assez choquant. Nous n'avons pas des idées semblables sur l'avenir du travail. Et ça, j'en reparlerai à d'autres occasions. Mais nous nous faisons chahuter par des gens qui crient qui ne veulent pas entendre parler du système capitaliste. Il y a cette dame qui vocifère arrêtez de parler du cadre, on s'en fout du cadre, on ne veut pas entendre parler du cadre. Et qui nous dit on veut uniquement des solutions comme dans le film Demain, c'est-à-dire le potager, aller à vélo. J'en ai montré quelques vidéos. Moi, bon, ça m'intéresse bien sûr ces trucs, c'est des bonnes choses. Hier, je tombe sur, voilà, on me convoque à une réunion d'un groupe qui s'appelle Climaction, ici dans la ville de Vannes et dans les environs. Il y a quelques petites vidéos qui me paraissent intéressantes et je les mets évidemment, je les mets sur le blog. Mais de la même manière qu'on volera aux gens leur or, si ça tourne vraiment mal, on ira leur voler leurs courgettes aussi dans leur jardin potager. Le jour où il y aura une véritable pression, on ne pourra pas dire aux gens quand même, eh bien voilà, il y a du persil qui pousse dans un bac dans la ville de Vannes et les gens le prennent au passage. Mais il y en aura un qui sera venu, qui aura pris tout le persil en essayant de le vendre ou de faire bouffer sa famille d'une manière ou d'une autre. Les gens ne vont pas au cinéma, ils ne voient pas ces trucs Mad Max ou dans les films post-apocalyptiques, ils prennent pas ça au sérieux. C'est du Hollywood. Malheureusement, c'est déconnecté comme du Hollywood. Ils se rendent pas compte que ça peut vraiment se passer. J'espère que mon bouquin et je le vois quand même. Bon, il y a un certain nombre de gens qui s'éveillent au fait que toute solution doit être collective. Quand j'ai eu cette conversation qui a conduit à l'idée d'un nouveau livre qui s'appellerait Qui étions-nous, je me suis posé la question pourquoi la première chose que je suis allé voir, c'était le premier texte que j'ai voulu aller revoir, c'est la réflexion de Machiavel sur la première des 4 de titre livre. Bon, on pourrait se dire, c'est pas là qu'il va trouver la solution, mais en fait, et c'est pour ça que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'ai voulu voir ça? De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de la première partie de l'histoire de Rome par titre livre, et Machiavel qui a écrit Le Prince pour faire plaisir à un prince, parce que bon, il avait déjà eu des ennuis sérieux, il a survécu de justesse, mais dans son livre qui n'a jamais été publié, pas de son vivant, parce qu'il fait une réflexion, sur les systèmes politiques, il fait une réflexion sur que peut faire un individu pour le collectif. Que peut faire un individu pour le collectif. Il s'intéresse à l'histoire des premiers généraux de Rome, les premiers hommes d'État, les premiers rois et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a gagné une bataille? Comment est-ce qu'on prend une décision importante? Mais au plan collectif, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas de réflexion sur des combines individuelles quand même. Soyons sérieux. Comment est-ce qu'on sauve la société? Et la deuxième chose que j'ai voulu lire, que j'ai tout de suite mis sur ma liste aussi, c'est la réflexion de Max Weber sur confucianisme et taoïsme. Et là aussi, on peut se dire, mais voilà, il va nous parler de la survie, et il va avoir des textes connus, mais relativement obscurs par rapport aux problèmes qu'on veut traiter.
Mais là aussi, je tombe très rapidement sur l'explication de ce que j'essaye de faire. Et l'explication, c'est comment est-ce qu'on fait fonctionner un système global, comment est-ce qu'on le maintient en état. La Chine avait trouvé deux approches possibles, le confucianisme et le taoïsme. Et puis il y a eu le maoïsme après qui a voulu se débarrasser des deux premiers, mais les deux premiers reviennent parce que c'était des approches intéressantes. Pourquoi est-ce que la troisième chose que j'ai envie de lire, c'est 93 de Victor Hugo que j'ai jamais lu? Quel est le rapport encore une fois? Et dès que je lis le résumé par voilà, le gars qui écrit l'introduction, ben, je comprends. C'est parce que là-dedans, il décrit, en essayant d'être juste, les deux positions, la position des Bleus et la position des Vendéens. Et que la position des Vendéens, c'est de l'ordre du confucianisme. Et que la proposition des Bleus, c'est de l'ordre du taoïsme. Bon, c'est pas tout à fait pareil, parce que ce sont des approches bottom-up, comme on dit, celle de la Révolution française, qui viennent des citoyens et qui montent vers une organisation sociale, et qui arrivent très mal d'ailleurs. Ce sont les réflexions de Saint-Just, en disant c'est débarrasser des corps intermédiaires parce que voilà, ils semblaient faire obstacle et que maintenant il n'y a plus rien qu'entre les dirigeants et le peuple lui-même. Et le seul moyen d'essayer de réguler ça, c'est voilà, c'est la vertu d'un côté et la terreur de l'autre. Alors que dans le cas de la Chine, ben les premières réflexions de ce type-là, c'est pas en termes de vertu individuelle comme chez Aristote, c'est en termes d'organisation d'un État. Et l'explication, elle m'est venue hier, il y avait un entretien et je parle de ces choses-là. C'est qu'au moment où on commence à réfléchir, des philosophes commencent à réfléchir, et en Chine et en Grèce, et ça se passe de manière pratiquement contemporaine, le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est assez extraordinaire que, voilà, que la philosophie, ça apparaît de manière simultanée dans deux cultures qui ont pris des voies très, très différentes. On réfléchit, mais en Chine, on réfléchit dans un monde qui est déjà où la colonisation par notre espèce est déjà très avancée, dans un monde qui est déjà surpeuplé. Alors on ne peut pas le réfléchir en termes de voilà, qu'est-ce qu'un individu peut faire, est-ce qu'il peut aller se mettre plus loin, etc. Parce que voilà, en Grèce, on est encore dans un monde où il reste de la place, il reste de la place en Grèce. C'est pour ça qu'on peut parler de vertu individuelle. Tandis qu'en Chine, dès qu'on commence à réfléchir, il n'y a déjà plus beaucoup de place pour personne. Enfin, on est dans un monde déjà surpeuplé et la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on organise un tout? Qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les préceptes qu'on donne à des citoyens pour que ça marche à l'intérieur de villes où il y a déjà 1 million d'habitants? Voilà. Alors ça, c'est ça que j'essaie de faire maintenant. J'ai dit dans le dernier qui s'en va éteindre la lumière, j'ai dit pourquoi tout est calé. Et maintenant, je vais quand même réfléchir sur les approches collectives. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'un individu peut faire? Est-ce qu'on peut vraiment créer le paradis sur Terre, euh, comme le dit Keynes, avec les moyens dont on dispose? Est-ce qu'il faudra quand même se débarrasser d'un certain nombre de gens, et je ne veux pas dire par la guerre, mais de gens qui font obstacle à ce qu'il y ait des solutions collectives. Des gens qui sont voilà, qui ont fait de la démerde individuelle à très grande échelle une méthode qui marche pour eux et qui fait que 1% d'entre eux peut truster le tiers ou presque la moitié des ressources de tout le monde. Voilà la question il faut poser. Un guide du routard, mais en termes de solutions qui doivent pouvoir s'appliquer à au moins 100 personnes d'un coup, et pas juste à une seule qui, voilà, euh, de voler un œuf dans un poulailler ou de, voilà, pas des choses de cet ordre-là. Soyons sérieux quand même, soyons sérieux. Les pièces d'or, enfin bon. Voilà, voilà pourquoi je parle un peu moins de l'actualité. Je me suis engagé vis-à-vis d'hebdomadaires, de quotidien, Le Monde, l'Écho, Trends Tendance à continuer à faire des chroniques sur l'économie et sur la finance. Et je le ferai, bien entendu. Je ne me désintéresse pas de ça. Je continue à lire le Wall Street Journal et le Financial Times tous les matins, plus d'autres petites choses. Mais voilà, il faut se concentrer sur le cadre. C'est pas justement, il faut pas dire pourquoi parler du cadre. Non, il faut parler que du cadre en ce moment. C'est la seule manière
d'avancer. Et il faut en parler en dehors du cadre. En dehors du cadre lui-même. Il faut poser des questions de la manière dont elles n'ont jamais été posées. Il faut donner des réponses qui n'ont jamais été offertes. On me dit, et c'est un bon conseil, de regarder un bouquin. Il est là derrière moi, là, je vais le prendre pour vous le montrer. Euh, voilà, ça existe aussi en français. Ça a la même couverture d'ailleurs en français. Et c'est vrai que c'est vrai que ça c'est pas sans rapport avec ce que j'essaye de faire. Mais en même temps, c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi? Pourquoi j'y pense? C'est parce que ça reste entièrement dans le cadre. Ça vous raconte des choses qui peuvent éventuellement vous surprendre parce que voilà, c'est des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais tout ça reste dans le cadre qui est déjà connu. On vous raconte les histoires de la manière que vous attendez. Vous n'êtes pas surpris à un détour de phrase, on ne vous prend pas contre-pied, c'est ce que j'essaye de faire, pas délibérément pour prendre un contre-pied ou voilà, pour surprendre les gens, mais pour prendre la distance, pour montrer qu'on est dans la matrice et pour leur montrer ce qui se passe voilà, en réalité en dehors. Et malheureusement, un bouquin comme celui-là, qui est très bien fait par un historien, qui a étudié la manière de faire ça correctement à l'université d'Oxford, qui n'est pas un mauvais endroit pour apprendre à faire ça, mais voilà, ça, c'est convenu, ça reste convenu, c'est pas ça qui va secouer les gens. C'est pas ça qui va leur donner le sentiment qu'il y a une urgence et qu'il faut trouver des solutions collectives à nos problèmes. Voilà, j'ai pas mal au bras parce que c'est pas sur mon iPad collé contre une fenêtre d'hôtel. Euh, J'arrête là quand même. À la semaine prochaine. Voilà.